Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes pour ce dernier rendez-vous de la semaine éco de la saison. Et ce dernier rendez-vous va vous parler d'intelligence. Nous sommes ensemble donc pendant l'heure qui suit pour vous parler, comme chaque jeudi soir, de l'économie qui vous concerne. Alors ce soir, nous vous parlons de Alger Smart City ou Alger Ville Intelligente. C'est d'abord le titre ou le nom d'un projet qui a été initié il y a une année par un nombre d'étudiants, ingénieurs de certaines universités d'Alger et également la wilaya d'Alger. C'est aussi le nom d'un événement majeur qui s'est tenu ici à Alger hier et aujourd'hui. Et l'événement a drainé pas mal de gens. Près de 40 pays ont participé à cet événement. Alors le projet a démarré, je vous le disais, il y a un an. Il a pour objectif de vous, habitants de la ville d'Alger, de vous rendre la vie plus facile. Également pour les gens qui activent, pas seulement ceux qui habitent dans la ville d'Alger. Et on va vous dire ce soir ce qui a été fait dans le cadre de ce projet Alger Smart City, ce qui a été réalisé, quelles sont les solutions technologiques qui ont été mises en place et aussi qu'est-ce qui reste à faire. Car il y a encore beaucoup de travail puisque toute une plateforme de start-up doit se mettre en place pour accompagner ces projets, notamment les financer puisqu'il y a besoin d'argent bien évidemment. Voici donc pour le thème que nous allons aborder ce soir. Pour faire ce débat, nous avons invité M. Didier Nkuriki Yimfoura. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le numéro 2 et donc le directeur de la technologie et d'innovation de l'organisation de Smart Africa et vous avez fait partie des participants à cet événement de Alger Smart City. Merci d'être avec nous. Et à ma gauche, Monsieur Amin Salah, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Chambre de commerce algérienne du Canada et donc vous représentez cette diaspora qui pourrait éventuellement participer à la création de cette plateforme technologique que Alger souhaite et attend. Nous sommes également en attente de deux autres invités qui, eux, sont très importants puisqu'ils sont étudiants, ils vont bientôt être diplômés et ils participent activement au projet de Alger Smart City. Ils devraient arriver d'une minute à l'autre puisque ce soir, ils ont eu le prix de la meilleure start-up à Alger. Avant qu'ils arrivent, je vous propose de regarder un reportage qui va vous mettre dans le cœur de cet événement Alger Smart City qui s'est tenu hier et aujourd'hui. Nejma Herash y était et elle vous explique le côté important, le paramètre important que recèlent les startups dans le projet de la ville intelligente. Nejma Herash. Basé sur les principes d'innovation et de durabilité, Alger Smart City se concrétise graduellement grâce à la fusion des pôles technologiques internationaux de pointe avec des start-up algériennes. 150 conférenciers pour animer une cinquantaine de conférences débats, 4000 participants venus de 40 pays. La Smart City est une véritable synergie entre les technologies mondiales et locales. On a misé sur des technologies très spécifiques, des technologies qui s'appellent technologies leapfrog, des technologies qui arrivent vite et qui changent un petit peu le tout, qui rendent le passé très obsolète en fait. Ce genre de technologie. Et on a misé sur une collaboration partenaire entre nos startups ici, avec les boîtes qui sont champions dans leur domaine en technologie, de travailler ensemble pour transférer la technologie, pour apprendre, pour adapter. Notre connexion à Smart City, c'est la banque mobile, c'est Banksy. Et Banksy, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de tout faire de chez vous, sans vous déplacer, gestion de vos moyens de paiement, à des prix très compétitifs, puisque les cartes CIB qu'on veut promouvoir aujourd'hui sont gratuites, que vous pouvez retirer dans tous les DAB en Algérie gratuitement. Notre projet est de former des experts internationaux qui sillonnent plusieurs pays du monde entier et qui vont à leur tour former les éléments locaux en vue de profiter des dernières technologies de la NASA. Donc on offre l'Internet et la téléphonie et on aimerait apporter nos connaissances et pourquoi pas fonder une entreprise ici pour offrir l'Internet parce que la base d'une ville intelligente, c'est bien l'Internet. Donc l'Internet, ça va permettre aux jeunes qui veulent offrir des applications. Smart Building qui va ouvrir le socle infrastructure pour l'échange des données. À travers, donc, on a un building qui va être construit qui contient toute une salle pour un data center. Et c'est le data center qui va permettre de transiter, d'héberger tout le cloud pour la Smart City, Inch'Allah. eSolutions, c'est une société qui donc développe la solution EasyTick, qui est une solution de billetterie électronique
à destination donc, des grandes enceintes et arènes sportives et culturelles. Donc c'est une solution qui permet donc, aux gestionnaires de ces structures de pouvoir proposer de la vente en ligne ou en guichet avec placement numéroté. Et donc le spectateur donc, final pourra être en mesure de profiter directement du spectacle ou du match en l'occurrence en ayant choisi sa place et en ayant choisi plutôt acheter son billet tranquillement à partir de chez lui. Le sommet sera dédié à l'Afrique et aux défis du monde émergent dans l'évolution de leurs écosystèmes de technologie et d'innovation, avec notamment des sessions dédiées aux nouveaux modèles de start-up et de diaspora. Voici donc un tour d'horizon sur l'un des aspects qui ont été traités dans le cadre de cet événement Alger Smart City. Alors, nos deux invités dont je vous parlais tout à l'heure avant qu'on regarde ce reportage sont là. Merci d'être avec nous, Amine. Non, vous n'êtes pas Amine Salah. Voilà, je commence avec Ali. Ali Melhani, bonsoir. Merci à vous, et merci à chers téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes étudiant, vous êtes ingénieur au sein de Ursinatech, qui est la start-up qui a été lauréate ce soir au sein de cet événement. Oui, la meilleure start-up, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Je suis étudiant à l'École nationale supérieure, encore pour quelques jours seulement. Et je suis ingénieur dans la start-up Ursinatech, qui est aujourd'hui l'heureuse gagnante de la start-up competition. Merci d'être avec nous. Merci. Et Assia Zemri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également étudiante, vous êtes ingénieure, vous avez étudié à l'École supérieure d'informatique, à l'ISI. Oui, c'est ça. Et vous êtes également une collaboratrice du projet Alger Smart City et vous êtes active dans l'organisation, notamment dans les aspects d'organisation d'événements de ce projet. Merci d'être avec nous. Merci. Alors la première question, elle est pour vous, Ali Melhani. Alors, Alger Smart City, on va essayer de rendre les choses un peu plus concrètes. C'est un ensemble de projets, il y en a 5, et un ensemble de solutions. Hein. C'est bien ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur en quoi ils consistent certains de ces projets? D'accord. Alors, le premier objectif, c'était de mettre en place une plateforme digitale qui va regrouper toutes les solutions de la ville intelligente. Elle a été implémentée par une équipe d'étudiants qui est en fin de cycle. Et en parallèle, nous avons implémenté nous-mêmes des solutions qui répondent aux problématiques de la Smart City. Par exemple, on a une solution de gestion intelligente du trafic urbain, une solution de l'éclairage intelligent, du smart metering, c'est-à-dire de la télérelève intelligente. La télérelève, hein, la télérelève, c'est avec les concessionnaires CA et SDA. Maintenant, ça se fait manuellement. Les agents viennent vers les maisons pour prendre le taux de consommation. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un capteur dans les compteurs et la télérelève, ça va automatiquement remonter vers un centre centralisé. Oui. Et aussi, on a un projet de mettre en place un système d'information géographique commun à tous les partenaires économiques de la wilaya. Parce que maintenant, chaque partenaire travaille avec son propre SIG. Et on va essayer d'unifier tout cela. Et enfin, on a une solution de process management qui essaye de regrouper et de coordonner les travaux des concessionnaires au niveau des travaux d'assainissement, d'eau et d'électricité. Alors, Ursinatech, c'est actuellement une SARL. C'était une start-up, mais actuellement, j'imagine qu'elle a changé de statut. Quel a été le démarrage? Qu'est-ce qui a initié ces projets à Ursinatech? Ursinatech, nous pouvons la voir comme étant le fruit du projet d'Alger Smart City. Ça a commencé par des projets de fin d'études. Et elle s'est transformée en une start-up. Et elle a le statut de start-up, le statut légal, on a l'enregistrement et tout. Et maintenant, on essaie de gagner plus de projets et de monter en force, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a eu un certain nombre d'opérateurs, vous parliez de la CEAL, vous parliez également des grands facturiers, qui eux, vous ont peut-être au début sollicité, ou bien comment a démarré l'idée finalement? La wilaya d'Alger a fait correspondre à chaque problématique un concessionnaire qui travaille sur un peu les mêmes problématiques en marché. Par exemple, pour la gestion intelligente du trafic urbain, nous travaillons avec la Mobial. C'est une société algéro-espagnole qui s'occupe des travaux de trafic ici à Alger. Eux, ils sont en train de mettre une solution de trafic dans les centres-villes, c'est-à-dire dans les feux tricolores. Et nous, on a opté pour les autoroutes rôdant autour d'Alger. Donc notre solution sera pour les autoroutes à Alger. Pour ceux qui travaillent à la télérelève, ils travaillent avec CA et SDA.
Et pour le SIG, c'est un peu tous les partenaires, Algérie Télécom, Inch'Allah et d'autres. Oui. Alors, le projet a 1 an, hein, pratiquement, aujourd'hui. Comment est-ce que vous évaluez l'évolution de ce projet? Est-ce que ça a été à la vitesse que vous souhaitez, sachant que voilà, vous êtes étudiant et vous êtes dans un domaine qui va très très vite, notamment en termes de développement. Est-ce que ça va à la vitesse que vous souhaitez, que vous attendiez, Assia? Oui, effectivement. En fait, depuis que le projet a démarré, on peut voir vraiment beaucoup de success stories, comme par exemple la start-up Ursinia ou bien plein d'autres start-up. Donc en fait, l'objectif du projet, c'était en fait de créer cet écosystème de start-up, de créer la ville intelligente. Donc depuis, on arrive vraiment à voir des résultats. On a pu atteindre beaucoup d'objectifs. De toute façon, à travers le sommet qu'on a eu dernièrement, on peut vraiment voir comment les choses avancent quand même assez vite, surtout avec l'implication de toutes les parties prenantes, notamment les étudiants, à travers les 2 compétitions qu'on a eues. Donc, alors la compétition semble être un élément très important lorsqu'on parle de start-up, c'est carrément votre carburant. Effectivement, donc en fait la compétition c'est ce qui fait sortir les startups. Donc il y a des gens qui ont un plein d'idées, qui ont beaucoup d'expertise, beaucoup de talent, mais il faut un petit peu les pousser à faire sortir ce talent. Donc ils se réunissent pendant une période de 3 jours, ils travaillent sur le projet non-stop et ils font sortir une start-up depuis leur projet. Donc on arrive à avoir beaucoup de projets très intéressants à travers la compétition liée à la thématique Smart City, notamment dans le transport, dans l'énergie et beaucoup d'autres domaines. Alors, nous avons avec nous monsieur qui est donc apparemment un patron, hein, au niveau de la Smart Africa. C'est un organisme régional qui rassemble un certain nombre de pays qui, eux, sont impliqués dans des projets de Smart City. Aujourd'hui, comment est-ce que vous évaluez l'évolution, encore une fois, de Alger Ville Intelligente, puisque c'est encore quelque chose de nouveau pour nous, par rapport aux expériences que vous avez connues, que vous connaissez dans la région? En fait, l'expérience de ces 2 jours au niveau de Alger Smart City, pour moi, c'était une expérience très enrichissante. Vu non seulement la qualité des discussions et des intervenants, mais aussi l'organisation, très belle organisation, et bien sûr un accueil très chaleureux à Alger. Effectivement, quand on regarde les solutions qui ont été discutées, les startups, ce qu'ils ont présenté, et ça répond aux défis qui sont communs en fait dans beaucoup d'autres pays au niveau de l'Afrique. Nous avons 24 pays qui font partie de l'Alliance Smart Africa et ils sont repartis dans le continent. Nous avons déjà la Tunisie et l'Égypte au niveau du Maghreb et nous avons les 22 autres pays repartis en Afrique centrale, australe, Afrique de l'Est et de l'Ouest. Et ils sont à des différents niveaux. Qu'en est-il de Alger, justement, par rapport à cette alliance? Alors, Alger est dans un processus de rejoindre l'alliance. Donc, c'est une conversation qui existe depuis quelque temps. Et nous sommes confiants qu'avec l'engagement que nous avons vu au niveau du gouvernement, au niveau du wilaya d'Alger, qui a participé aussi, dans l'équipe a participé aussi à un événement majeur qui s'appelle le Sommet Transform Africa, qui se passe à Kigali chaque année maintenant au mois de mai, et donc dans le thème des Smart Cities a pris une importance depuis l'année passée. Donc Alger en fait est vraiment, je dirais vraiment dans la bonne direction, et l'engagement politique est là. Nous l'avons vu les jours passés et la capacité, les compétences sont là, donc nous sommes confiants que ça avance vraiment dans la direction qu'il faut. Alors, j'ai posé la question aux gens qui sont dans le projet, qui apportent, enfin, qui travaillent sur les solutions, c'est-à-dire les gens qui sont, voilà, c'est un peu comme vous, les étudiants ingénieurs. J'ai posé la question de savoir quel est l'impact de ces solutions technologiques à l'échelle d'une ville. Alors évidemment, comme on est encore au démarrage, la réponse je ne l'ai pas eue. Je pose la question à vous, Amin Salah, qui donc venait de Montréal, qui est dans le domaine des TIC, donc qui apportait des solutions technologiques dans le cadre d'une ville intelligente. Quel est le gain déjà pour une ville que d'implémenter des solutions technologiques comme celles qui ont été citées? En fait, c'est toute une maturité. En termes d'échelle, bien sûr. Oui, en fait, c'est toute une maturité qu'une ville va avoir.
oui, on va implanter une technologie de Smart City, mais c'est tout ce qu'il y a autour. C'est les commerces qui vont en profiter, c'est les citoyens qui vont en profiter, et c'est aussi toute la transition technologique qu'une ville peut avoir. C'est que les serveurs vont être modifiés, les structures, les mindsets, la main-d'œuvre va être formée et montée en compétences. Et le fait de faire cette transition vers un Smart City va permettre non seulement à la ville, mais tout ce qu'il y a autour de grandir technologiquement. Ça va apporter de nouvelles opportunités, une flexibilité, une rapidité d'exécution. Et c'est ce que peut apporter n'importe quel projet technologique. Mais Smart City, ça touche plus le citoyen de manière directe. Donc ça va être bénéfique non seulement à la ville, mais tout ce qu'il y a autour. Alors justement, pour la sélection des choses qui concernent l'habitant, est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, il faut qu'on privilégie tel aspect, les services, la mobilité, la sécurité aussi peut-être. Est-ce que vous avez eu un choix, un arbitrage à faire entre les différents services dans lesquels vous pouviez intervenir? Justement, il y a eu des problématiques qui sont plus prioritaires que d'autres. Par exemple, à Alger, on peut voir que la plus grande priorité, c'est la mobilité. Par exemple, pour faire les 20 km séparant l'aéroport à Alger Centre, il faut prévoir 2h30. Oui. Et il y a 3 millions de voitures pour le parc automobile algérois. Et il y a plus de 120 000 voitures qui viennent chaque jour des autres wilayas. Donc c'est une problématique très importante, donc il fallait la prioriser. Oui. Donc oui. on a eu 3 problématiques prioritaires, la mobilité, l'énergie et un peu la concordance des travaux entre particuliers, entre partenaires. C'est-à-dire la concordance, c'est-à-dire parce que chaque partenaire économique maintenant travaille un peu à part. Il n'y a pas une coordination de travaux. Oui. Donc on a essayé de les réunir tous ensemble. Parce qu'il faut savoir qu'Alger Smart City, plateforme en fait. C'est plus qu'un simple ensemble de solutions techniques. C'est tout un projet fédérateur, catalyseur qui va viser à réunir et surtout développer l'écosystème technologique en réunissant tous les acteurs de l'écosystème technologique à Alger et essayer de les faire travailler ensemble. Oui, alors on parle de création de plateformes technologiques. Est-ce qu'on en est loin aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être facilement réalisable dès lors qu'il y a les idées? La compétence est là. Par contre, le plus difficile, ça va être la résistance au changement et le plan de transition. Pour chaque technologie qu'on va implanter, il faut compter un temps et un budget de formation, mais aussi d'accompagnement pour que les mœurs suivent. Et dans la plupart des projets TI, c'est ce qui est le plus difficile. La transition entre les anciennes méthodes et les nouvelles, évidemment. Absolument, oui, absolument. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans le calcul temps, est quelque chose qui dure de la même manière dans toutes les régions, en tout cas celles qui concernent l'Alliance? Oui, c'est correct. Donc, dans tous les projets des TIC, la partie technologique est toujours la partie la plus simple. Il y a une grande panoplie de solutions aujourd'hui qui sont disponibles, mais c'est l'accompagnement, la transition, le changement de mentalité, mais aussi la coordination, parce que dans le domaine des Smart Cities, vous avez beaucoup d'acteurs qui doivent travailler ensemble pour amener à la réalisation des différents projets. Donc ça demande vraiment un engagement déjà au plus haut, au niveau des décideurs, mais quand ça descend sur la mise en œuvre, vraiment la population, les partenaires, tout le monde doit mettre vraiment de leur sien dans l'initiative et accepter de changer. Mais c'est paradoxal parce que ces services-là, ils sont faits pour faciliter la vie aux gens. Si ça devait faciliter la vie, pourquoi est-ce qu'ils résisteraient? Moi, je pose la question parce qu'il y a plusieurs strates finalement. Bon, il y a l'implication des collectivités locales. Voilà, je cite par exemple la CA, la Sonelgaz, s'ils veulent y aller ou pas, s'ils veulent mettre les moyens, il y a les APW également, et il y a aussi les utilisateurs sont là finalement pour profiter de quelque chose qui leur est facile. Est-ce que la résistance vraiment, pour vous, Essia, elle se situe vraiment au niveau de l'utilisateur final, ou bien est-ce qu'elle peut se situer à d'autres niveaux? Je pense que c'est sûr que pour l'utilisateur final, le fait de lui changer son mode de vie, par exemple, on est habitué à des méthodes manuelles pour la majorité de ce qu'on fait dans la ville habituellement. Donc, en fait, lorsque ceci change, par exemple, on converge vers une solution beaucoup plus technique, beaucoup plus tech, même si ça facilite, mais nécessairement, l'être humain a un peu l'habitude à refuser un petit peu le changement au début. Mais je pense qu'on peut avoir
différents niveaux de changement, mais je pense que celui le plus important, c'est celui qui touche à l'utilisateur, puisque la Smart City, au final, elle est faite pour le citoyen. Donc, il faut beaucoup plus miser sur l'acceptance de la solution par le citoyen que pour les autres niveaux de résistance. Voilà. Oui, oui. Votre point de vue Je suis totalement d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Le plus dur, c'est tout ce qui est psychologique. On est habitué à nos habitudes et c'est toujours difficile de changer. Il y a une peur, il y a une menace, toutes sortes d'éléments qui rentrent en compte. Et c'est ce qui peut ralentir un projet technologique. La solution technologique peut être aussi très attendue au niveau bureaucratique. Il y a beaucoup d'encombrements à Alger, il y a également beaucoup d'encombrements dans les administrations, bien que les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de solutions pour fluidifier certains processus, comme le retrait de certains papiers. Il y a énormément de choses qui ont été digitalisées. Aujourd'hui, la bureaucratie, est-ce qu'elle trouve sa solution aussi dans le côté smart d'une ville La bureaucratie, en fait, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut toujours changer. C'est clair que quand les gens sont habitués à un certain processus, ils ont à certaines étapes, et ils ont fait ça pas une année, pas 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc c'est tout à fait normal que quand quelque chose vient, quand il y a une innovation qui vient, c'est traité de la même manière. Mais nous avons vu des cas où quand il y a une grande volonté politique, c'est très important, volonté politique, il n'y a aucun changement qui peut résister en fait à une volonté politique. Tout commence au niveau de nos leaders, les leaders qui comprennent que ça a une importance et qui mettent une priorité dessus. J'ai vu le cas du Rwanda, je suis du Rwanda, où j'ai vu il y a eu des grandes réformes. Je vous donnerai un exemple. Avant, pour ouvrir une compagnie au Rwanda, ça prenait 2 mois. 45 jours à 60 jours, mais le gouvernement et le Rwanda était à la 130e place en termes de facilité de faire le business. Doing business. Maintenant, ils sont descendus à la 50e position, ils ont même descendu plus bas. Donc, enfin, quand je dis, je veux dire, ils ont amélioré leur positionnement dans le classement international. Ils sont le 2e en Afrique et vous ouvrez votre compagnie en 4 heures. Et c'est le digital qui l'a permis? Le digital a permis, mais surtout la coordination, éliminer les processus qui étaient non nécessaires. Le gouvernement a vraiment amené tous les parties prenantes ensemble. Ils ont révisé les lois, ils ont révisé les cadres juridiques et tout cela, ça a été fait. Ils ont créé un one-stop center, un endroit où tous les services sont donnés. Et voilà, donc en 4 heures aujourd'hui, vous pouvez ouvrir votre compagnie. Donc la volonté politique est très importante dedans. Et ne jamais se contenter de ce qu'on fait d'habitude. Voir toujours qu'on doit faire le mieux, on doit aller au-delà. On peut aller au-delà et le croire et aussi le mettre en œuvre. Alors, vous parlez de climat des affaires et justement ça amène à la question de savoir les projets aussi ambitieux, aussi intéressants et ingénieux que vous ayez pu mettre en place, notamment chez Ursinia Tech. Ils ont besoin maintenant d'être portés par des financements, par des investisseurs, par des gens qui pourraient être... Et cet événement de la Alger Smart City avait aussi pour ambition de pouvoir drainer des gens qui pourraient être intéressés pour investir. C'est un peu votre cas, c'est un peu le cas en tout cas des personnes que vous avez amenées dans le cadre de la jeune chambre. J'ai dit tout à l'heure la chambre, je vous ai vieilli, désolé. Donc c'est la jeune chambre de commerce algérienne du Canada. Exactement. Et alors finalement, quel est votre mindset, je reprends votre mot, en venant ici à Alger et en voyant un petit peu les possibilités ou les potentialités, comment vous les évaluez? Nous avons été invités par le Wali il y a quelque temps pour ce projet de Smart City. On est venu avec une délégation de 30 personnes à partir de Montréal, ici des étudiants, des investisseurs, des chefs d'entreprise. Et ils veulent investir. Ils ont la compétence, ils ont l'expertise et ils veulent faire partie justement du landscape algérien. Nous avons rencontré des directeurs de la Sonatrach, des gens de Condor et d'autres entreprises algériennes. Et leurs besoins, en fait, on a compris à peu près leurs besoins. Et on veut leur offrir des solutions. Quels sont les besoins? Est-ce que vous les avez identifiés? En majorité, bien sûr. Transformation technologique. Pour la plupart, c'est transformer ce qu'ils ont actuellement et être à la page de ce qu'on peut trouver à l'international.
Mais est-ce que les administrations sont aussi intéressées par cette transformation technologique, au-delà des opérateurs qui ont un business, et ils ont bien raison d'ailleurs, de vouloir transformer l'activité de leurs entreprises et devenir plus compétents et plus rentables? L'intérêt est là. Il est clair que l'intérêt est là. Est-ce que vous avez senti un engouement de la part des administrations notamment Oui, parce que le besoin est là. Les solutions technologiques sont présentes et peuvent répondre à leurs problématiques. Mais si on reprend l'exemple de la bureaucratie, c'est un exemple parfait de la résistance au changement. Les gens sont habitués à faire quelque chose, ils ont peur de bousculer les choses. Il faut absolument une volonté politique, un sponsorship assez puissant et fort pour pouvoir bousculer ça. Et les revenus vont tomber rapidement. Comme il disait, ça prend quoi? Vous disiez 4 heures pour lancer une entreprise au Rwanda, à Montréal ça prend 30 minutes. Faciliter ça, ça peut générer du revenu supplémentaire pour le pays et amoindrir les coûts des administrations. Au lieu de passer par plusieurs structures, on peut passer par une plateforme directement. Donc selon vous, c'est une méconnaissance, c'est une peur de la méthode, du process qui semble trop abstrait, ou bien est-ce que la résistance se trouverait à un autre niveau? C'est un ensemble d'éléments. C'est un héritage de l'administration française qu'on a cumulé sur des années. C'est toutes sortes d'éléments qui peuvent rentrer en compte. Par contre, un projet technologique va passer tout le temps par les mêmes process. C'est analyser le contexte existant, définir où est-ce qu'on veut être demain et voir les gaps et travailler sur ça. On va passer par ce chemin-là. Il faut une analyse profonde de ce qu'on a maintenant, où est-ce qu'on veut être demain, et sans le sponsorship politique, on ne pourra pas y arriver. Et quel a été votre ressenti par rapport à peut-être d'éventuels, on ne les a pas rencontrés directement, mais par rapport à d'éventuels partenaires, investisseurs que vous peut-être avez rencontrés lors de cet événement? Quel a été votre ressenti par rapport à leur intérêt? Oui, cet événement était une très bonne opportunité afin de rencontrer des industriels et des investisseurs. On avait notre propre stand et il y avait beaucoup de personnes qui sont venues vers nous, qu'on a échangé avec eux, on a fait du networking afin d'aboutir à des collaborations et des partenariats. Et est-ce que vous y voyez un peu plus clair maintenant? Non, oui, je pense qu'il y a de bonnes initiatives, quelque chose du côté du gouvernement. La ville d'Agir, on voit ce qu'elle fait un peu dans le côté technologique. Elle essaie de faire changer les choses. Mais ce n'est pas elle qui va vous financer vos projets. Oui, bien sûr, mais de nous faire correspondre à des partenaires et à des industriels, c'est déjà ça. Oui. Alors justement, les industriels, les partenaires potentiels, est-ce que vous les voyez plutôt venant de l'étranger, des investissements étrangers, ou bien est-ce que ça peut être aussi du vivier local, selon vous, Assia ou... Ces 2 jours-là, j'ai eu le plaisir de rencontrer des personnes algériennes basées ici, ou bien de la diaspora en France, au Canada, au Luxembourg. Il y a même des étrangers qui sont venus vers nous, qui ont proposé quelque chose. Donc je pense que tout était ouvert. Je pense que l'intérêt ne vient pas seulement de la communauté privée locale. En fait, par exemple, pour les 2 événements, pour les projets qui se sont tenus durant ces 2 événements, on a eu un intérêt par plusieurs entreprises, que ce soit de l'Algérie ou bien d'étrangers. D'ailleurs, pour les prix que les startups ou bien les projets ont gagnés, on a eu des prix offerts par des entreprises algériennes, comme on a eu des incubations à Dubaï ou bien ailleurs à l'étranger, en France, dans d'autres pays. Il y a eu plusieurs investisseurs qui sont venus et qui voulaient en fait faire des partenariats avec ces personnes-là, même s'ils ne sont pas nécessairement basés en Algérie. Alors justement, est-ce que pour le partenariat, lorsqu'on parle d'IDE, puisque c'est de l'investissement étranger précisément, est-ce qu'il y a lieu d'adapter une réglementation particulière lorsqu'on parle de start-up, lorsqu'on parle de technologie? Est-ce qu'il y a lieu d'avoir une façon de faire, une réglementation plus flexible que celle d'un investissement dans un secteur agricole, industriel, etc. Selon vous, monsieur Didier Nkuriki Mfoua? Voilà, je pense effectivement que dans un élan justement d'encourager les entrepreneurs, ils doivent avoir un cadre assez particulier qui facilitera leur entrée dans le marché, qui va faciliter le partenariat avec des investisseurs. Récemment, je sais qu'en Tunisie, ils ont fait passer une nouvelle loi qui s'appelle le Startup Act, qui a fait quand même beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit.
et je crois que c'est un effort assez important pour vraiment encourager les... C'est une petite révolution économique. Exactement. Je crois que c'est un exemple à émuler dans nos pays. Vraiment donner un... Parce qu'en fait, l'Afrique, la majorité de la population, je crois que c'est le cas de l'Algérie, c'est une population jeune. Je crois que j'ai entendu parler que, en fait, pour l'Algérie, 75% de la population au moins est à moins de 35 ans. Au Rwanda, c'est à peu près 80%. Vous allez à un pays comme le Niger où la moyenne de la population, c'est 15 ans. Quand vous prenez toute la population du pays, vous faites la moyenne d'âge, c'est 15 ans. Donc, ce sont des gens qui ont besoin des emplois. Il y a un enjeu, l'enjeu du chômage, il est là, il est latent. C'est très présent, donc ce sont des... naturellement, si on ne crée pas cet esprit d'entrepreneuriat, ils finissent l'université ou l'école en pensant qu'ils seront employés par le gouvernement. Et il y a des limites. Le gouvernement, bien sûr, est un employeur aujourd'hui, mais il y a des limites. Et ça limite la créativité. Mais dès que vous mettez un environnement adéquat, vous avez des gens qui finissent déjà, qui pensent et qui croient qu'ils peuvent aussi apporter leur contribution. Ça signifie des emplois, ça signifie les taxes pour le pays, ça signifie attirer des grands investissements qui viennent de l'étranger dans ces entreprises. Donc je crois que c'est très important de pouvoir le faire. Et il y a également beaucoup de pays africains qui saisissent l'option du digital pour pouvoir créer un vivier et apporter une solution à l'enjeu du chômage. Exactement. Et de créer donc une économie ou une croissance qui est différente, qui est différente de la conventionnelle, de celle qu'on imagine tous, à savoir le recrutement par les marchés publics ou par les entreprises publiques, ouais. ou des industries lourdes. Oui, effectivement. Donc, nous remarquons en Afrique, dans plusieurs pays, qu'il y a vraiment une dynamique qui est en train de se produire dans plusieurs pays, au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, au Rwanda. Il y a 2 semaines exactement, il y a un fonds de 30 millions de dollars qui a été annoncé au Rwanda pour les entreprises, les startups qui veulent en fait, qui veulent s'établir au Rwanda par exemple. Le gouvernement a pu mobiliser 30 millions. C'était une levée de fonds levée de fonds. Et ils sont à 30 millions de dollars disponibles déjà aujourd'hui. Ils veulent aller à 100 millions de dollars et c'est vraiment pour focaliser sur les startups. Vous avez et donc sur les jeunes. Sur les jeunes, parce que effectivement la plupart des entreprises au niveau des startups sont des jeunes parce qu'ils ont encore la fougue, ils croient encore. On a tendance plus en avançant en âge d'être un peu plus réservé, un peu plus prudent dans certaines décisions, mais les jeunes ils croient et il faut les accompagner justement dans cette foi et dans cette they believe in themselves, ils croient qu'ils sont capables de parvenir à arriver. Donc c'est un mouvement que nous voyons. Et une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que de plus en plus, il y a des centres d'innovation qui sont en train de qui ramènent les jeunes ensemble dans des espaces de travail et qui permettent en fait à plus facilement aux investisseurs de s'approcher, de voir ce qui est en train de se passer. Qui se rendent plus accessibles parce qu'ils ont besoin également d'eux, puisqu'ils leur apportent aussi une source de richesse supplémentaire, évidemment. C'est correct. Alors, on parlait de l'aide, de soutien de l'État. Il peut y avoir une opération spectaculaire de soutien des startups, mais ça peut se passer aussi différemment dans d'autres pays où c'est l'économie elle-même qui laisse créer d'elle-même les startups, c'est-à-dire que ce sont des services qui sont nécessaires et donc qui apparaissent quand bien même il n'y a pas d'aide financière. Moi, je voudrais poser la question par rapport à ce climat, revenir sur le climat d'affaires en Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui, la diaspora est toujours tentée d'investir en Algérie? On a écouté le Premier ministre dans une déclaration faite hier lors de cet événement à Alger Smart City. Il a lancé un appel à la diaspora en disant que l'Algérie comptait sur eux, notamment, entre autres, pour les sujets qui sont liés aux startups et à l'investissement dans les startups. Moi, je vais parler de la diaspora montréalaise et canadienne en particulier. Le Canada est parmi les leaders mondiaux en technologie. Et l'Algérie forme d'excellents ingénieurs. La preuve à Montréal, plusieurs Algériens qui sont sortis des écoles algériennes réussissent très bien dans le secteur technologique.
La diaspora des 30 Canadiens qui sont venus en technologie de l'information, oui, ils ont cette volonté d'investir en Algérie et de se lancer. On va mettre entre parenthèses qu'ils ont quitté l'Algérie parce qu'il ne se passait pas grand-chose ici aussi. Hein. Chacun ses raisons. Je connais très bien des entrepreneurs en technologie qui travaillent encore en technologie, qui réussissent en Algérie. Peut-être que le ratio est différent. Il faut savoir aussi que Montréal est parmi les leaders mondiaux en technologie. Donc, c'est un pôle d'attractivité en quelque sorte. Absolument, les gens viennent de partout. Oui. Et l'expertise qu'on a appris là-bas est facilement transférable ici. Et la compétence est là et peut suivre. Oui, il y a cette volonté. Certes, le Premier ministre a lancé un appel, mais est-ce qu'il veut qu'on vienne investir ou il va concrètement faire des programmes qui vont nous appeler à venir? Facilitation administrative, financement, etc. On attend ça. Justement, qu'est-ce que vous attendez? La question, elle est là. Vous avez dit facilitation administrative, ça tout le monde comprend, tout le monde est concerné. Mais d'autres types de facilitation, d'autres types de... peut-être un environnement plus flexible pour l'investissement, pour s'implanter. Est-ce que c'est ça qui est attendu de la diaspora? Absolument. Vous avez cité l'exemple de la Tunisie et du Rwanda avec les nouvelles procédures qui s'appliquent aux startups et aux entreprises technologiques. Si on reprend le même contexte et on l'adapte au contexte algérien, il serait plus facile pour une entreprise technologique ou des gens de la diaspora de s'implanter ici rapidement. Vous savez, notre monnaie, c'est le temps. Et quelqu'un qui est investisseur ou qui a des entreprises un peu partout dans le monde va faire un choix entre s'implanter en Europe, s'implanter au Rwanda, par exemple, plutôt que s'implanter en Algérie. Et on fait un calcul assez simple. Si c'est beaucoup plus compliqué de faire ça en Algérie, ben on ira ailleurs. Même contexte s'applique au Canada. Il y a une différence extrêmement importante entre l'Ontario et le Québec, parce qu'il faut savoir qu'au Québec, c'est juste un exemple très simple. Au Québec, il y a les deux langues, français et anglais. Les grandes corporations vont en Ontario plutôt qu'au Québec, parce que justement, il n'y a pas cette lourdeur supplémentaire qui s'applique à eux. Et le Québec est perdant dans l'histoire. Donc il y a une sanction qui se fait de fait par rapport à l'attractivité. Et très important, c'est le fait de ne pas avoir un point de vue extérieur, de ne pas voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Nos dirigeants, je pense qu'ils vont avoir de la difficulté à s'adapter. Ils n'auront pas ce contexte supplémentaire de voir l'urgence de modifier certaines procédures. Et nous, en tant que membres de la diaspora et experts en technologie, on offre nos services pour justement apporter du conseil pour qu'on puisse évoluer vers ce sens-là. Et puis surtout, vous ramenez votre argent et vous aimeriez qu'il y ait un retour sur investissement le plus rapidement possible et qu'il n'y ait pas de lenteur, on va dire, de problèmes de vision aussi. Je pense que la vision, elle est aussi nécessaire. Est-ce que c'est un élément, encore une fois, qui doit être mis en avant, la vision d'un État, afin qu'il puisse ensuite s'attendre à ce que les gens viennent, qu'ils viennent de la diaspora ou d'ailleurs, monsieur? Oui, je crois que tout commence par la vision. Il faut d'abord parvenir à voir avant de parvenir à arriver à des réalisations. Il faut que vous parveniez à vous projeter sur le futur et dire nous voulons arriver à cette étape, nous voulons que le pays arrive. Et ça, c'est le leadership. Ça commence encore une fois au niveau du leadership politique d'abord. Quand vous avez une vision claire et une vision qui est aussi en même temps qui inspire, qui rallie tout le monde vers un avenir qui est meilleur. Donc les gens ont tendance à aller vers la vision. Le manque de vision, en fait, effectivement, ne peut pas... Vous n'allez jamais arriver à quelque chose sans avoir d'abord pu visualiser, essayer de visualiser le futur. Alors, je voudrais ajouter un petit commentaire à ce qu'il vient de dire, c'est que la compétition n'est pas une compétition tout à fait simplement nationale, c'est une compétition internationale. Et en fait, les entrepreneurs, les compagnies qui veulent investir dans nos différents pays, avant de décider de s'implanter en Algérie, au Rwanda ou dans n'importe quel pays dans le monde, ils comparent, ils regardent les avantages dans certains pays. Par exemple, on peut faire une réduction de taxes pendant une certaine période pour encourager l'investissement. Les startups peuvent avoir vraiment un traitement préférentiel. Et quand ils ne regardent pas seulement par rapport au pays où ils sont, ils regardent par rapport aux autres pays pour décider où est-ce qu'ils peuvent s'implanter. Par rapport au niveau de création de richesse, souvent l'on pense que c'est un investissement qui ne va pas créer tant de richesse que cela. Est-ce que vous avez des exemples de pourcentage de création de richesse à travers les pays africains lorsque l'État a décidé d'investir dans ce domaine technologique?
En fait, en termes de... Je vais donner ça peut-être des exemples très particuliers. Aujourd'hui, par exemple, au Kenya, vous avez entendu parler de M-Pesa, qui est une méthode de paiement. Aujourd'hui, c'est le mobile payment. C'est le mobile payment. Oui. Ça a révolutionné en fait ce qui se passe au Kenya. Aujourd'hui, les compagnies, ça a ouvert les opportunités aux petites compagnies de parvenir à accepter les paiements très rapidement. Plus de 50% du PIB du Kenya passe à travers les mobile payments aujourd'hui. Et ça a ouvert beaucoup d'opportunités parce que, en fait, quand ces compagnies grandissent, l'État en bénéficie à cause des taxes. Parce que ce sont des compagnies qui prospèrent. Non seulement ça crée des emplois, mais ça crée des nouveaux revenus aussi pour l'État et qui peuvent encore une fois de plus continuer à investir vers les gros projets. Et qui rayonnent aussi sur un certain nombre d'activités qui deviennent plus flexibles, qui deviennent plus rapides. Exactement. Et donc qui gagnent plus d'argent également. Voilà. Et bien sûr, sans parler aussi des opportunités de recherche et de développement qui en ressortent, parce que quand les compagnies commencent à grandir, ils doivent rester compétitifs, ils doivent investir, ils créent de la connaissance, ils créent des nouvelles technologies. Et donc c'est un effet qui continue à s'amplifier au fur et à mesure. Ali Melhani, quel est votre ressenti par rapport à l'application ou la mise en application sur le terrain de vos projets? Est-ce que vous sentez qu'il y a cette énergie qui peut donc être mise en place et que les gens puissent en profiter in fine? Justement, nous comptons vraiment mettre en place ces solutions sur le terrain. Nous pensons que ça va réussir parce que même le citoyen algérien, il a changé de mentalité, il a commencé à être il accepte encore plus facilement les nouvelles technologies, tout ce qui est digital. Donc tout est là pour que les solutions réussissent et aboutissent à quelque chose de concret. Certes, pour ce qui est du domaine technologique, le gain est un peu sur du moyen terme. Nous devons être un peu patients pour le voir concrètement. Alors, votre entreprise, on va dire, votre petite start-up Ursinia Tech a été primée au sein du Vivatech de l'événement, qui est quand même un événement très connu, reconnu mondialement, le Vivatech Paris. Vous avez été primé, vous avez une participation qui a été remarquée, c'est bien ça? Déjà, notre participation au Vivatech, c'est un très bon exemple pour voir un peu la contribution de la diaspora algérienne à l'étranger. C'est une initiative qui a été portée par le Rassemblement des Algériens issus des grandes écoles françaises, présidé par M. Ftah Ouazani, qui ont décidé de faire participer 10 startups algériennes à Vivatech. Il faut savoir que Vivatech, c'est le plus grand salon technologique en Europe et le second mondial. Il réunit chaque année 4000 startups, 18 000 intervenants. Donc on a eu cette année la chance d'y participer. Il y a d'autres initiatives sur le même contexte. Par exemple, ils essaient maintenant de faire prendre des startups algériennes et les faire participer au plus grand salon technologique au monde, qui est le CES de Las Vegas, qui se déroule chaque janvier de chaque année. Alors, excusez-moi de voir le mal partout, mais souvent, ce sont des événements qui peuvent être bénéfiques pour les projets qui vont être donc dont Alger peut profiter dans son projet Alger Smart City, mais ça peut être aussi un moyen aussi d'aller chercher les compétences, d'aller chercher les idées pour pouvoir les utiliser ou les faire investir ailleurs dans d'autres pays. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire et comment faut-il appréhender cela lorsqu'on est jeune porteur de projets start-up? Il ne faut surtout pas négliger le fait de rassembler des gens autour d'un seul point. Smart City est un point de départ, un excellent point de départ. Les rencontres ont eu lieu, les entrepreneurs se sont parlé. Par la suite, il y a un travail de suivi qui doit être fait pour concrétiser des projets. S'il y a un besoin, un business plan, un modèle d'affaires, les projets suivront. La participation à des salons internationaux, comment est-ce que vous l'avez vécu, cette expérience, Essia Remli? Zemir. Zemir, pardon. Voilà. En fait, oui. En fait, je crois que c'est très important d'impliquer les startups algériennes ou bien les experts algériens dans des participations de manifestations internationales comme des salons ou bien, et surtout d'impliquer la diaspora algérienne ou bien les experts étrangers à des manifestations événementielles comme le Algiers Global Summit qu'on a eu en Algérie, parce qu'en fait c'est ce qui permet en fait
de construire les ponts entre les différentes parties, donc les différents pays, et de construire des partenariats d'avenir, surtout si on implique la jeune génération qui sont les étudiants, parce qu'éventuellement c'est eux qui ont le plus d'énergie, qui ont le plus de motivation, notamment peut-être assez d'expertise. Des fois on trouve des étudiants qui sont très compétents, donc leur implication dans des manifestations pareilles c'est très important. Et qui cherchent des débouchés aussi. Effectivement. Puisque, voilà, vous allez être bientôt diplômé et effectivement l'objectif c'est aussi de pouvoir travailler et de manière pérenne, c'est bien ça. Exact. Travailler et faire travailler les autres, impliquer tout le monde dans le travail. Voilà, c'est un petit peu ça en fait, parce que maintenant c'est plus, comme M. Didier a expliqué tout à l'heure, c'est plus la mentalité de en fait je termine mes études et je cherche une entreprise, ou bien je veux être employé chez le gouvernement, je veux créer ma propre opportunité, mon propre emploi et éventuellement employer d'autres personnes, impliquer d'autres personnes, d'autres partenaires dans nos projets. C'est un petit peu ça. Comment peut le projet Alger Smart City, comment peut-il bénéficier de l'alliance de l'organisation de Smart Africa? Alors Smart Africa est une plateforme, comme je l'ai dit, 24 pays aujourd'hui, et pour nos jeunes entrepreneurs ici en Algérie, c'est une opportunité en fait, c'est une plateforme pour parvenir à sortir et commencer à exporter, parce que il y a une possibilité effectivement, la chose qui est très intéressante aujourd'hui, c'est que nous sommes un village mondial aujourd'hui. Ce que vous faites en Algérie peut être repliqué et fait au Kenya, en Afrique du Sud. Et en fait, Smart Africa offre un marché de 600 millions de personnes quand nous prenons les 24 pays ensemble. Pour l'Algérie, je crois que c'est 40 millions, si je ne me trompe pas, en termes de population. Donc il y a vraiment une possibilité de pouvoir passer à l'export de certains de ces services, et c'est ce que nous offrons avec Smart Africa. Nous aidons les jeunes entrepreneurs, les startups à parvenir à explorer et à sortir, créer des partenariats et s'étendre sur d'autres marchés. C'est comme ça. C'est aujourd'hui le monde est devenu un grand village, donc si nous ne le faisons pas, et bien sûr, d'autres le feront. Vous avez remarqué qu'il y a des compagnies qui prennent, telles que Uber par exemple, qui se répandent un peu partout. Nous souhaiterons aussi voir des compagnies africaines qui parviennent à s'étendre en Afrique, en Europe, et à augmenter leur couverture et augmenter leur chiffre d'affaires. Et quelles sont les possibilités de création de viviers d'investissement entre les pays de cette alliance également, puisqu'il y a aussi besoin accru de financer ces projets. L'argent souvent manque dans certains pays, notamment parce qu'il y a la crise et qu'on la partage aussi. Qu'est-ce qui est prévu par l'alliance de manière à établir un vase communicant entre les pays pour l'investissement dans les projets? Alors, premièrement, je crois que c'est vrai, tous nos pays font, il y a des périodes, toujours il y a des crises économiques. Je suis sûr que l'Algérie, comme bien d'autres pays aussi, ont fait face avec la chute du cours de pétrole à certaines difficultés. Ce sont des difficultés qui sont partagées dans plusieurs pays. Mais je dis toujours que le plus important, ce sont les idées. Le plus important, c'est le problème que vous essayez de résoudre. Les investissements ne manquent jamais. Bon, plus particulièrement pour le Smart Africa, nous sommes en train de travailler sur un fonds d'investissement de 500 millions de dollars. Ça sera annoncé l'année prochaine. Et c'est un fonds qui sera présent dans tous les pays de Smart Africa pour accompagner en fait les startups. C'est un fonds qui sera levé par l'ensemble des pays membres de l'Alliance? Non, nous avons quelques partenaires avec lesquels nous sommes en train de travailler, qui vont nous aider à lever les fonds un peu partout dans le monde, mais ça sera domicilié dans les différents pays de l'Alliance Smart Africa pour question de proximité, pour accompagner un peu plus, de manière très proche les entrepreneurs. Alors, il nous reste encore une minute avant de clore ce débat. Un dernier mot pour la diaspora, ou en tout cas pour les gens que vous représentez, qui sont établis à Montréal et qui pourraient potentiellement investir dans le domaine Smart City. On remercie en fait les organisateurs de ce Smart City, qui est une première en Algérie et en Afrique. On salue l'organisation, on salue la pertinence des conférenciers. Et à l'avenir, nous avons des entrepreneurs qui vont rentrer pour réaliser des projets en Algérie.
Essia Zemri. Zemir. C'est bien. Jusqu'au bout. C'est un peu pour vous punir d'avoir été en retard. Voilà. Enfin, en fait, pour clôturer un peu à propos... Oui, votre vision en fait. Qu'est-ce que... Voilà. What next après donc cet événement que vous avez longtemps préparé, longtemps attendu, qu'est-ce qui va se passer juste après? Donc en fait, voilà, pour l'événement, ça a été un peu le rassemblement des opportunités pour toutes les parties prenantes, que ce soit le gouvernement, le secteur privé, les startups, les étudiants. Donc maintenant, ils sont connectés, ils peuvent collaborer ensemble. Donc un petit peu ce qui va suivre, c'est le travail. On commence à concrétiser en fait les différents partenariats qui se sont faits. On commence à travailler sur le projet et finalement c'est le plus dur qui reste à faire, hein, non? Ou peut-être pas? Non, parce que en fait, la majorité des projets, c'était des projets dont on a déjà commencé à travailler. En fait, un petit peu le but de l'événement, c'était de projeter un petit peu ce qui a été fait sur le projet Smart City. De vendre en fait et de commercer. Exactement, de défendre un petit peu la cause Smart City. Donc, on est très optimiste par rapport au projet. Déjà, c'est un projet qui avance bien. Donc, c'est un petit peu ça, voilà. Et le dernier mot est pour vous, what next? Pour ma part, je vais saisir cette chance pour lancer un appel aux décideurs pour qu'ils fassent plus confiance aux jeunes et croient en eux afin qu'ils fassent des merveilles. La jeunesse algérienne, c'est une jeunesse qui est pleine de talent, pleine d'idées, pleine d'énergie. Donc, quand ils font confiance en nous, nous serons à leurs attentes et Inch'Allah, on fera de notre mieux afin d'aider au développement de notre pays. Par exemple, aujourd'hui, je suis heureux par ce sommet-là qui a fait un peu sortir l'Algérie de son isolation technologique. Oui. Donc, c'était un très bon exemple afin de continuer sur cette lancée-là. Merci à vous, Monsieur Ali Melhani, qui, je rappelle, est étudiant et ingénieur au sein de Ursina Tech, qui aujourd'hui a eu le prix de la meilleure start-up au sein de l'événement AG Smart City. Merci Didier Nkuriki Yimfoura d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes directeur de la technologie et de l'innovation au sein de l'organisation de la Smart Africa. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous, monsieur, je me retrouvais Amin Salah, président de la Jeune Chambre de commerce algérienne du Canada. Et enfin, merci Essia Zemir, étudiante et ingénieure à l'ISI et collaboratrice du projet Alger Smart City. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. On a souhaité que le dernier numéro de la Semaine Éco soit optimiste, soit positif et vous parle de l'avenir, puisque l'avenir est dans le digital. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, je vous souhaite de bonnes vacances et pour ceux qui n'ont pas les moyens, un bon congé au moins. On se retrouve, Inch'Allah, en septembre. À bientôt.